Le rôle des projets participatifs dans le développement des énergies renouvelables. Voilà le thème de notre débat. J'accueille Stéphane Louillat, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes chef de service adjoint au service réseau énergie renouvelable de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Et puis avec nous en visioconférence, Jean-Baptiste Blondel, qui est le cofondateur du projet Énercitif. Bonjour à vous aussi, bienvenue. Peut-être Stéphane Louillat, il faut commencer par rappeler les objectifs à un horizon qui est très court, qui est l'horizon 2030. On ne va pas pouvoir se passer des énergies renouvelables. Il faut poser ce postulat. Oui, exactement. On a des objectifs qui sont fixés à 2030, un objectif plus lointain qui est à 2050, qu'on appelle la neutralité carbone, qui fait qu'on va devoir fortement diminuer la consommation d'énergie fossile et les substituer par des énergies renouvelables. Ouais. Alors là, si on prend quelques chiffres que vous avez donnés, la place des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie française, l'objectif c'est 33% d'énergie renouvelable, on est à un peu moins de 20% actuellement, ça c'est l'objectif 2030, hein, c'est l'objectif 2030, on est bien d'accord. Oui, et puis si on parle de la place des énergies renouvelables dans la production d'électricité française, 40% objectif 2030, on est à 25% actuellement. On parle souvent d'énergie renouvelable dans cette émission. Et ailleurs d'ailleurs. Et forcément, le premier écueil dont on parle, c'est l'adhésion des riverains. Est-ce que vous êtes conscient que cet objectif repose sur l'adhésion des riverains? Parce qu'il y a souvent un décalage entre des sondages qui nous disent que les Français sont favorables aux énergies renouvelables et puis des cas d'école localement où c'est beaucoup plus compliqué. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on a des sondages qui sont du coup assez favorables dans les opinions par rapport au développement des énergies renouvelables, puisqu'on a des enquêtes d'opinion qui indiquent que 80% des Français sont favorables au développement des énergies renouvelables. Et effectivement, on a parfois des oppositions locales. Alors on n'a pas systématiquement des oppositions locales. Il ne faut pas les surestimer, mais elles existent. Quoi. Elles existent, oui, tout à fait. Et effectivement, l'appropriation des projets par les citoyens est un élément important sur lequel on travaille, notamment parce que l'accélération qu'il va falloir mettre en œuvre pour développer, pour atteindre les objectifs que vous avez rappelés en termes de développement des énergies renouvelables, vont se passer sur les territoires et vont donc devoir être appropriés par les territoires, appropriés par les citoyens de ces territoires. Alors justement, cas d'école avec Énercitif, Jean-Baptiste Blondel. C'est quoi Énercitif? Expliquez-nous. Alors Énercitif, en fait, ça veut dire énergie citoyenne en Île-de-France. Et c'est un collectif d'habitants de Paris et d'Île-de-France qui veulent développer l'énergie solaire et plus largement les énergies renouvelables et qui veulent lutter contre le dérèglement climatique. Donc c'est aujourd'hui près de 300 coopérateurs et coopératrices qui ont investi un minimum de 100 € ou plus dans cette aventure, avec deux missions. La première, produire de l'énergie renouvelable locale maîtrisée par les citoyens. Donc chacun va pouvoir décider où sont installés les panneaux solaires, les éoliennes, etc. Donc les citoyens participent au choix et au dimensionnement des installations. Et la deuxième mission, c'est sensibiliser les habitants aux enjeux de l'énergie, aux bonnes pratiques pour réduire sa consommation, parce que finalement, l'énergie la moins chère et la moins polluante, c'est en premier lieu celle qu'on ne consomme pas. Évidemment. Il y a combien de projets en cours que vous accompagnez? Alors, on a aujourd'hui une quinzaine de projets, c'est-à-dire 15 centrales solaires. Donc aujourd'hui, on développe de l'énergie solaire sur des toits d'établissements publics ou des toits de HLM. Donc c'est des centrales qu'on a démarré d'installer l'année dernière en 2020. Donc on a 15 projets, il y en a 10 qui ont été installés, dont une qu'on a inaugurée en début d'année au pied de la Tour Eiffel, sur le toit d'un centre sportif. Et il nous en reste encore 5 à installer là dans les mois qui viennent. Et notre ambition, c'est pour les années qui viennent, vraiment de passer à l'échelle après ce galop d'essai. Et nous visons une centaine de centrales et plusieurs milliers de coopérateurs. Donc ça voudrait dire passer d'un rythme d'installation d'une centrale tous les 2 mois à une centrale toutes les 2 semaines. Voilà, pour se représenter un petit peu le niveau d'ambition qu'on a. Est-ce que c'est plus compliqué avec l'éolien d'emporter l'adhésion des riverains? Est-ce que vous ressentez ça, vous aussi? Alors, je pense que l'enjeu principal de ces projets citoyens, justement, c'est de permettre à chacun, aux riverains, de s'associer et de donner leur avis. Et de tirer aussi une partie des bénéfices. C'est-à-dire que quand vous avez un projet d'éolien qui s'installe dans un territoire et que les revenus sont essentiellement
distribués à des actionnaires privés, les riverains peuvent se dire et moi dans l'affaire, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Et donc le principe des projets citoyens, c'est que les citoyens vont investir une partie de leur épargne, ils vont donner du sens à leur épargne, et ils vont avoir une certaine redistribution du revenu. Donc on partage la valeur, et les citoyens ont leur mot à dire dans la façon dont on va installer les éoliennes, leur dimensionnement, leur taille, le matériel, à qui on achète, etc. Donc c'est le principe d'une gouvernance qu'on dit participative. Sur le principe, une personne égale une voix. Donc, c'est pas parce que j'investis, par exemple, 5 000 € que j'aurai plus de voix que mon voisin qui a investi 100 €. Chacun participe aux décisions stratégiques. Ces projets à gouvernance locale ou à gouvernance participative, Stéphane Louya, ils sont quoi? Ils sont très minoritaires aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a 150 projets en fonctionnement, c'est-à-dire qui produisent de l'énergie, d'ailleurs de l'électricité ou de la chaleur ou du gaz. Ce n'est pas réservé uniquement au secteur de l'électricité renouvelable. Ils représentent aujourd'hui moins d'1% de la production d'énergie renouvelable nationale. Donc ils ont une part effectivement minoritaire, mais ils ont une croissance très importante. La ministre a annoncé le 8 novembre une ambition politique à 2030 d'avoir 1000 projets à gouvernance locale qui soient développés d'ici 2030 et que ces 1000 projets soient inscrits dans la planification pluriannuelle de l'énergie. Donc on a un objectif fort de déploiement et 1% veut dire aussi qu'on a une place très importante à prendre, c'est-à-dire qu'on a un potentiel de développement très important à prendre et la dynamique que l'on rencontre sur ces projets depuis 5 ans montre clairement que les citoyens souhaitent reprendre la main sur l'avenir énergétique de leur territoire et que les collectivités souhaitent les accompagner. On a beaucoup de collectivités aussi qui souhaitent prendre des options importantes pour le développement de ce type de projet sur les territoires et qui souhaitent y associer les citoyens. Ils ont compris le bénéfice qui a été indiqué du fait que les revenus sont plus sur les territoires quand on est sur un projet citoyen que quand on est sur un projet, on va dire, de conception traditionnelle. On considère qu'il y a 2 fois plus de revenus sur les territoires par des projets citoyens. Et en plus de ça, quand on a un projet à gouvernance locale, comme ça a été précisé, les citoyens participent à la gouvernance du projet, participent aussi aux études préalables du projet. Et donc, ils participent pleinement au montage du projet, à son implantation et à sa typologie. Et alors justement, Jean-Baptiste Blondel, qu'est-ce qui est le plus important dans le retour de ces citoyens qui participent à ces projets? Est-ce que c'est les espèces sonnantes et trébuchantes ou finalement d'avoir voix au chapitre? Oui, alors je pense que c'est effectivement avant tout avoir voix au chapitre. Les 300 personnes qui nous ont rejoints là, en quelques mois, c'est des gens qui veulent s'inscrire dans un intérêt général, bien sûr avoir un certain revenu avec l'épargne qui a été placée, mais c'est avant tout pouvoir se mobiliser, être acteur, reprendre contrôle, donner son avis. Est-ce qu'on achète des panneaux solaires chinois ou allemands, où est-ce qu'on les installe? Donc c'est vraiment participer pleinement à cette aventure du développement de l'énergie renouvelable et aussi sensibiliser à la réduction des consommations d'énergie, aller voir les jeunes générations, les élèves, les collégiens, les habitants des HLM pour les aider aussi à comprendre les enjeux de l'énergie et à réduire leur consommation et leur facture énergétique par la même occasion. Stéphane Louya, le cadre législatif de ces projets, il a été récemment précisé grâce à la loi climat et résilience. Ça change quoi concrètement? Ça précise le cadre juridique, ça précise aussi le cadre de financement, ça précise la manière à laquelle les pourcentages de participation des citoyens et des collectivités pour que le projet puisse rentrer dans la classification des projets citoyens. Et en plus de ça, ça permet de faciliter l'octroi d'un certain nombre de dispositifs de financement en rentrant dans cette catégorie des projets citoyens. Voilà. C'est ce cadre-là qui a été précisé. Mais quand je vous écoute, est-ce que ça devrait pas tout simplement être la norme? C'est-à-dire que tous les projets se fassent sous cette forme-là? C'est peut-être une question un peu naïve, mais pourquoi ce n'est pas la norme? Disons qu'on ne peut pas fixer une norme sur un développement de projet. Il y a forcément, on va dire, un éventail de porteurs de projets très différents. Nous, on souhaite effectivement favoriser et faciliter les projets citoyens, mais la place est ouverte à tous les types de projets, à tous les types de développement. Donc, on ne souhaite pas cantonner le développement des ENR aux projets citoyens. On a vu qu'ils ont une part qui est quand même relativement modeste aujourd'hui. L'ambition est très importante, mais effectivement,
les bénéfices que l'on peut identifier en termes de gouvernance, de revenus sur les territoires tendent à favoriser ces projets sur les territoires nationaux. Et un certain nombre d'élus ne s'y sont pas trompés, puisqu'un certain nombre d'élus aujourd'hui portent ces initiatives et portent ces dynamiques. Comment l'ADEME, sur le terrain, par ses études, par son action, accompagne ces projets participatifs? Alors on les accompagne directement et indirectement. D'abord directement parce que l'ADEME est implantée sur tout le territoire national avec des implantations dans les régions. Et on accompagne aussi un réseau d'énergie citoyenne qui déploie l'action sur ces sujets-là sur les territoires. Et on accompagne aussi financièrement un certain nombre d'études. Ça nous arrive aussi parfois d'accompagner financièrement quelques investissements pour faciliter le déploiement de ces projets. Une dernière question, Jean-Baptiste Blondel, combien ça rapporte? J'imagine que ça dépend de l'investissement de départ, mais c'est l'objectif. J'ai bien compris que l'engagement et la voix au chapitre étaient plus importantes, mais combien ça peut rapporter? Ou faire économiser d'ailleurs? Alors en fait, combien ça rapporte, ce sont les citoyens, les coopérateurs qui vont le décider en assemblée générale en fonction des profits qui sont faits, qu'est-ce qu'on se redistribue. Et le principe qu'on a acté, c'est globalement de rapporter à peu près autant que le livret A. Donc savoir, le but n'est pas de faire beaucoup d'argent, il est d'avoir une épargne qui a quand même un minimum de rentabilité de l'ordre de grandeur du livret A. Par exemple, qui est le livret, j'ai envie de dire, d'épargne préféré des Français. Merci beaucoup à l'un et à l'autre pour ces informations, pour ces précisions. On passe tout de suite à Smart Ideas.